Le matin du 25 décembre, dans une maison trop silencieuse de la campagne anglaise, il y a un détail qui fait presque mal à imaginer. Quelque part, sur une radio, une playlist, un supermarché, une voiture, une voix passe, une voix que tout le monde connaît. Et pendant que le monde fredonne sans y penser, celui qui a chanté cette voix ne se relève plus. Ce jour-là, on a tous eu l'impression d'apprendre la nouvelle comme on reçoit un choc froid, George Michael est mort. Le jour de Noël. À 53 ans. Et pendant quelques heures, le public a fait ce qu'il fait toujours avec les morts célèbres, il a cherché une histoire simple. Une explication nette. Une phrase facile à retenir. Sauf que la vie de George Michael n'a jamais été simple. Même quand elle semblait l'être. On se souvient des tubes. On se souvient de Careless Whisper, de Fête, de Freedom. On se souvient d'un sourire de pop star, d'un regard insolent, d'une aisance quasi insolente sur scène. On se souvient d'un homme qui semblait avoir tout compris très tôt. Comment être désiré, comment être regardé, comment faire danser une génération entière. Mais derrière la voix planante et l'allure rebelle, se cachait un homme qui se brisait en silence. Et si cette histoire fascine autant, ce n'est pas seulement parce qu'il était célèbre. C'est parce qu'il a vécu une contradiction que beaucoup de gens connaissent, même sans projecteur, donner de l'amour au monde, tout en ayant peur qu'on n'aime pas la vérité de ce que l'on est. Car la grande tragédie de George Michael, ce n'est pas un seul événement. C'est un enchaînement. Une suite de petites fractures, de silences, de renoncements. Des pertes qui s'empilent. Et à chaque fois, il retourne au seul endroit où il s'est respiré, la musique. Alors aujourd'hui, on ne va pas raconter la vie d'une star. On va entrer dans la vie d'un homme. Un homme qui a été idolâtré avant d'être compris. Un homme qui a été moqué avant d'être pleuré. Un homme qui a été jugé avant d'être aimé pour de vrai. Et quand on arrive au bout, une question reste, comme un écho. Qu'est-ce qui détruit le plus un être humain, l'excès, la honte, le deuil, ou l'impossibilité d'être simplement soi, au grand jour? Si vous êtes resté là, c'est que vous sentez déjà que cette histoire cache quelque chose de plus profond. Gardez cette question en tête, parce qu'elle va revenir, encore et encore, sous différentes formes, jusqu'à la dernière image. George Michael ne s'appelait pas George Michael. Il s'appelait Georgios Kyriakos Panayiotou. Il naît en 1963, à East Finchley, au nord de Londres. Un enfant de l'entre-deux. Une famille qui porte deux mondes sur ses épaules. Son père, Kyriakos souvent appelé Jacques, est un grec chypriote arrivé en Angleterre dans les années 50, avec ce mélange très particulier de fierté et de dureté qu'ont ceux qui ont dû gagner leur place. Il travaille, il se bat, il construit. On parle d'un homme de discipline. D'exigence. D'un père qui croit que l'amour se prouve par la réussite, pas par les mots. Sa mère, Leslie, est anglaise. Une danseuse à une époque où danser, rêver, vouloir autre chose, c'est déjà prendre un risque. Elle renonce à certains rêves pour élever ses enfants. Et ce renoncement-là, George le sent. Il le sent très tôt. Comme une musique triste derrière la vaisselle, derrière les sourires, derrière les gestes du quotidien. Il est le benjamin de 3 enfants. Et dès l'enfance, une mécanique se met en place. George cherche une chose par-dessus tout, être accepté. Mais il ne cherche pas l'acceptation des autres enfants, pas seulement. Il cherche surtout celle de son père. Plus tard, il décrira ce père comme distant, autoritaire. Un homme qu'il respecte, mais devant lequel il se sent rarement assez. Et c'est exactement comme ça que naissent certaines vies, pas dans le manque d'argent, pas dans la violence visible, mais dans un manque plus subtil, plus corrosif, l'impression de devoir mériter le droit d'exister. À l'inverse, avec sa mère, c'est différent. Chez elle, il se sent compris. Protégé. Elle devient son ancre émotionnelle. Celle à qui il peut ressembler sans se justifier. Celle dont il va chercher le regard, comme on cherche une lumière dans une pièce trop sombre. Et puis il y a un détail étrange, presque légendaire dans son récit, un accident dans l'enfance, un traumatisme crânien. George dira plus tard que quelque chose a changé ce jour-là. Comme si son cerveau s'était mis à entendre le monde autrement. Comme si le son, le rythme, les mélodies, s'étaient installés en lui avec une intensité quasi obsessionnelle. Mythe ou vérité? Peu importe, au fond. Ce qui compte, c'est la sensation, il y a chez lui une urgence. Une intensité. Une faim. Il s'enferme des heures dans sa chambre à écouter des disques. Il imite, il invente, il teste des harmonies. Il apprend à se dissoudre dans la musique. Et ça, c'est essentiel, parce que pour George, la musique ne sera jamais seulement un métier, ce sera un refuge. Une cachette. Un endroit où il peut être immense sans avoir à expliquer qui il est. La famille déménage. Il se retrouve à Kingsbury, puis dans des environnements où il se sent encore plus à part. Son origine, son accent, son milieu, et ce sentiment, celui de ne pas être vraiment du bon côté. Et dans ce décor-là, il rencontre Andrew Ridgeley. Andrew, c'est l'opposé complémentaire. Plus à l'aise socialement. Plus léger.
plus sûr de lui. Et surtout, Andrew voit quelque chose en George que George lui-même n'ose pas encore regarder en face, une star. Ils deviennent amis, puis inséparables. Ils commencent à faire de la musique, à animer des soirées, à tenter des petits groupes. Et on les imagine, adolescents, avec des rêves trop grands pour leur quartier. Deux gamins qui se disent que la vie, ça ne peut pas se limiter à ce qu'on leur a prévu. Ce genre d'amitié, c'est rarement seulement artistique. C'est une porte. Une échappée. Et très vite, ils comprennent une chose simple, ils peuvent fabriquer une image. Ils peuvent devenir quelqu'un. C'est là que naît Wham. Au début des années 80, la pop est une usine à fantasmes. On vend des histoires faciles, des refrains qui collent à la peau, des silhouettes qui font rêver. Et Wham arrive avec une énergie presque insolente, jeunesse, sexualité, couleurs vives, provocation acceptable. Mais derrière cette façade, George est déjà en train de se construire un masque. Il façonne son apparence. Il apprend comment se tenir, comment sourire, comment séduire une caméra. Jeans serrés, barbe de quelques jours, cheveux travaillés, une icône pour les adolescentes, un produit parfait pour l'industrie. Et là, le piège se referme doucement. Parce que George sait. Il sait déjà qu'il est attiré par les hommes. Sauf qu'à cette époque, dans ce milieu, dans ce contexte, ce savoir-là ne ressemble pas à une liberté. Il ressemble à une menace. Les années 80 sont un moment paradoxal, la pop explose, mais la morale médiatique reste brutale. Et surtout, l'épidémie de sida arrive comme un orage noir sur toute une génération. La peur, la stigmatisation, la cruauté sociale, transforment l'homosexualité en sujet de panique collective. Dans les journaux, sur les plateaux, dans les conversations, le mot devient un piège. Et George Michael, le futur George Michael, voit très clairement ce qui pourrait se passer si le masque tombe. Alors il le garde. Wham! Enchaîne les succès. Les radios tournent en boucle. Les stades se remplissent. Wake Me Up Before You Go Go devient un hymne. Freedom, Everything She Want, Club Tropicana, c'est la fête permanente. Et au milieu de cette fête, George écrit un morceau qui change tout, Careless Whisper. Ce saxophone. Cette mélancolie. Ce sentiment de regret, comme si, déjà, derrière la surface brillante, quelque chose pleurait. La chanson explose. Et soudain, on comprend que ce garçon n'est pas seulement une idole pop. Il a une profondeur, une tristesse, une capacité à toucher un air intime chez les gens. Wham! Devient même le premier groupe pop occidental à jouer en Chine. Le symbole est énorme, ces deux garçons, produits de la culture pop britannique, traversent une frontière culturelle gigantesque. Mais pendant que le monde crie leur nom, George prépare déjà sa sortie. Il veut autre chose. Il veut la maîtrise. Il veut être seul aux commandes. En 1986, Wham! Fait ses adieux à Wembley. Un stade. Des dizaines de milliers de personnes. Une fin officielle, grandiose. Et derrière les sourires, une vérité, George a fin d'une carrière qui lui ressemble. Une carrière où il n'aura plus besoin de se cacher derrière la légèreté. Et là, il bascule. Fête sort. Et c'est une déflagration. Le look change, veste en cuir, barbe, croix, guitare. La pop devient adulte. Plus charnelle. Plus provocante. I Want Your Sex Shock, fascine, fait parler. Father Figure. One More Try. Menki. L'album se vend par dizaines de millions. Les récompenses tombent. Les États-Unis l'adorent. MTV en fait un dieu. Et à ce moment précis, le monde croit connaître George Michael. Le monde croit voir un homme sûr de lui. Libre. Insolent. Maître de son désir. Mais ce que le monde ne voit pas, c'est l'envers. Parce que plus la lumière est forte, plus l'ombre est noire. Et George, dans l'ombre, vit enfermé. Ce n'est pas juste être dans le placard. Ce mot est trop léger pour décrire la violence intérieure de la situation. C'est vivre avec une histoire parallèle. C'est surveiller chaque geste, chaque phrase, chaque regard. C'est craindre qu'une photo, qu'un commentaire, qu'un ami bavard, fasse s'effondrer toute une architecture. Et c'est aussi, paradoxalement, une forme de loyauté. George a peur pour sa mère. Il sait que la révélation publique ne serait pas seulement un scandale médiatique, ce serait une tempête émotionnelle. Une honte projetée. Une douleur infligée. Et plus les années avancent, plus la pression s'intensifie. Si vous avez déjà eu un secret qui vous définit, vous savez ce que ça fait. On se réveille avec, on s'endort avec, et même quand on rit, le secret rit moins fort. Il reste là, comme une main sur la gorge. George commence à se replier. Et puis, au début des années 90, il rencontre quelqu'un. Anselmo Felipa, un styliste brésilien. Et là, pour la première fois, George tombe vraiment amoureux. Pas un flirt. Pas un passage. Un amour qui le prend au ventre. Un amour qui lui donne l'impression de respirer enfin sans se surveiller.
Imaginez l'ironie cruelle, toute sa vie, il a chanté l'amour. Mais l'amour véritable, celui qui l'apaise, celui qui le rend vulnérable, il doit encore le vivre dans l'ombre. Et très vite, l'époque les rattrape. Anselmo est diagnostiqué séropositif. À ce moment-là, le sida n'est pas une notion abstraite. C'est une condamnation qui plane. Les traitements existent moins, la peur est immense, les corps s'abîment, les amis disparaissent. Georges entre dans une terreur paralysante. Il a peur pour l'homme qu'il aime. Il a peur pour lui-même. Il a peur du monde. Et surtout, il est seul. Parce qu'on ne pleure pas facilement quand on doit cacher pourquoi on pleure. Anselmo meurt en 1993, d'une complication liée à la maladie. Et là, la première grande fracture se transforme en gouffre. Georges ne peut pas faire son deuil comme les autres. Il ne peut pas s'effondrer en public. Il ne peut pas dire j'ai perdu l'amour de ma vie, sans que la planète entière lui demande de se justifier. Alors il avale. Il avale la douleur. Il avale la colère. Il avale le sentiment d'injustice. Il avale cette pensée qui revient comme une lame, si j'avais pu vivre au grand jour, j'aurais peut-être eu le droit d'être soutenu. Et si vous ressentez, là, cette injustice, prenez une seconde. Parce que c'est exactement le cœur de son histoire. George Michael a vécu longtemps comme quelqu'un qui ne se sentait pas autorisé à être consolé. À ce stade, si vous voulez soutenir ce type de récits, des récits qui vont au-delà des tubes, et qui cherchent l'humain derrière l'icône, un simple j'aime, ou un abonnement, ça change réellement la vie de ce genre de contenu. Pas par mécanique, par solidarité. Mais on continue. Parce que la vie ne lui laisse pas le temps de respirer. Quelques années plus tard, en 1997, sa mère Leslie meurt, emportée par un cancer. Et là, Georges perd son centre. Ce n'est pas seulement une mère qui disparaît. C'est la seule personne dont le regard le rassurait vraiment depuis l'enfance. La seule présence qui lui disait, sans condition, je te comprends. On sous-estime souvent ce que ça fait, perdre la personne qui vous tient debout. Quand elle part, tout ce qui était fragile devient instable. Georges tombe en dépression. Il parle plus tard de périodes où il ne voit plus l'intérêt de rien. Ni de faire de la musique, ni de sortir, ni de se confronter au monde. Le succès devient un bruit lointain. Un décor. Et c'est là que sa musique change. On entre dans une époque plus sombre, plus introspective. Il écrit Jésus to a Child, hommage direct, intime, à Anselmo. Une chanson qui n'a pas besoin d'expliquer. Elle pleure, simplement. Il fait l'album All Day, un disque marqué par le deuil, la retenue, la maturité douloureuse. Ce n'est plus le garçon insolent de fête. C'est un homme qui écrit comme on parle à quelqu'un qu'on a perdu. Mais à côté de cette douleur intime, une autre bataille démarre. Une bataille plus froide. Plus industrielle. Georges se heurte à son label. Il refuse de jouer le jeu comme on attend d'une pop star. Il ne veut plus être une affiche. Il veut être un artiste. Il veut que ses chansons respirent sans stratégie commerciale imposée. Alors il attaque. Procès. Conflit. Des années de tension, d'usure, de presse, de fatigue. Il perd. Et ce genre de défaite-là, même quand on a de l'argent, même quand on a des fans, ça vous ronge. Parce que ça confirme une idée terrible. Dans cette industrie, même un génie peut devenir un outil. Et George Michael, qui a déjà le sentiment d'avoir été un outil émotionnel, un homme qui vend du romantisme pendant qu'il cache sa vie, reçoit une deuxième leçon, on peut vous posséder même quand vous êtes une star. Il s'éloigne. Il se ferme. Il devient méfiant. Et puis arrive 1998. Beverly Hills. Un parc. Des toilettes publiques. Une opération de police. Et soudain, sa vie privée devient un spectacle mondial. Les médias se jettent dessus. Les tabloïds ricanent. On ne raconte pas l'humain. On raconte la blague. Le scandale. Le moment honteux. Georges est arrêté pour actes indécents. Et en quelques heures, l'homme qui a passé sa vie à contrôler son image perd le contrôle total de son récit. La cruauté, dans cette histoire, c'est la vitesse. Imaginez, en une journée, vous passez de je gère ce que le monde sait de moi à le monde sait tout, et il le commente avec sarcasme. Et c'est là qu'on découvre une autre facette de George Michael, son instinct de survie artistique. Au lieu de s'excuser à genoux, au lieu de s'effacer, il répond avec un morceau, Outside. Une satire. Un clin d'œil. Un doigt d'honneur dansant à l'hypocrisie. Le clip joue avec l'uniforme, la provocation, le rire. Certains trouvent ça léger. D'autres y voient une libération. Mais derrière le sourire, il y a une vérité. Il a compris que s'il ne reprend pas le récit le détruira. Sauf que même quand on gagne médiatiquement, on ne ressort pas intact. Parce que l'humiliation, même sublimée en musique, reste une humiliation. Les radios américaines se refroidissent. Les invitations se raréfient. Le public change. Les journalistes changent de ton.
Et lui, se replie encore plus. C'est là que commence une descente moins spectaculaire, mais plus longue. Plus lente. Plus dangereuse. George parle de son anxiété, de sa dépression. Il commence à consommer pour dormir, pour calmer, pour oublier. Du cannabis, notamment, qu'il décrit parfois comme un mécanisme d'adaptation. Sauf qu'à un moment, l'adaptation devient une dépendance. Et la dépendance devient une routine. Et quand la routine s'installe, la chute n'est plus un crash. C'est une pente. Les années 2000 arrivent avec leur lot d'incidents. Arrestation. Conduite sous influence. Moment où la presse le capture au pire. Comme si le monde attendait qu'il tombe pour dire « on le savait ». En 2006, on le retrouve en difficulté dans sa voiture à Londres. D'autres épisodes suivront. Et en 2010, il y a cet accident où il percute la vitrine d'un magasin avec sa voiture. Tribunal. Condamnation. Prison. Chaque fois, on a l'impression de voir le même scénario, l'homme qui a tout donné à la scène, se perd loin d'elle. Et c'est là que le récit devient encore plus cruel, parce que pendant que le public voit la caricature de la star en dérapage, une autre histoire se déroule, silencieuse. George Michael, dans l'ombre, donne. Il donne beaucoup. Des associations. Des causes. Des anonymes. Des familles. Des personnes qu'il ne connaît même pas, mais dont il capte la détresse. Il finance des traitements. Il aide à rembourser des dettes. Il soutient des lignes d'écoute. Il veut que ce soit anonyme. Pourquoi? Parce que la charité publique, dans son monde, ressemble souvent à une opération d'image. Et George déteste l'idée de se racheter devant les caméras. Son geste est plus intime, il donne comme on demande pardon à la vie. Comme on tente de compenser un monde qui a pris trop de gens trop tôt. Comme on refuse que d'autres souffrent seuls, comme lui a souffert. Et là, encore une fois, la contradiction George Michael apparaît en plein jour. Effondrement public, compassion privée. C'est ce contraste qui rend son histoire si humaine. Parce que ça ressemble à beaucoup de vies, les gens qui donnent le plus sont parfois ceux qui ont le plus mal. Si, à ce stade, vous vous surprenez à le regarder autrement, pas comme une pop star, mais comme un homme qui se bat, dites-le en commentaire, ne serait-ce qu'avec une phrase. Pas pour l'algorithme. Pour que d'autres, en lisant, se sentent moins seuls avec leurs propres contradictions. Mais le corps, lui, ne ment pas. Et à partir de 2011, le corps de George commence à envoyer des signaux impossibles à ignorer. En pleine tournée Symphonica, il tombe gravement malade à Vienne. Pneumonie sévère. Hospitalisation. Soins intensifs. Trachéotomie. Un coma artificiel. Pendant un moment, la question n'est plus va-t-il remonter sur scène. La question est, va-t-il survivre? Il survit. Mais quelque chose change. Quand on frôle la mort, on n'en sort pas neutre. Même si on sourit ensuite. Même si on dit ça va. Il reprend, lentement, par moments. Mais l'endurance, la voix, l'énergie, ne sont plus les mêmes. Et surtout, le sentiment de fragilité s'installe. Dans les années suivantes, il se retire davantage. Il annule. Il disparaît. Il vit par cycle. Par période d'apparition, puis de silence. Et la presse, fidèle à elle-même, interprète tout en spectacle, caprice, paresse, décadence. Alors que la vérité, souvent, est beaucoup plus simple, il est fatigué. Fatigué d'avoir été un symbole. Fatigué d'avoir été une cible. Fatigué d'avoir dû construire un personnage quand il aurait voulu être un homme. Et au milieu des années 2010, des problèmes de santé plus profonds existent en coulisses. Un cœur affaibli, un foie marqué, une fragilité systémique qui finit par se voir sur son visage, sur sa mobilité, sur son énergie. Ce qui est terrifiant, c'est ce que racontent ceux qui l'aimaient. Certains avaient peur depuis longtemps. Pas une peur spectaculaire, mais une peur sourde, permanente. Comme si la fin était devenue imaginable, trop tôt. Et pourtant, même là, il prépare quelque chose. Il pense à un retour. Il travaille sur des projets. Il veut raconter sa version. Il veut reprendre le contrôle sur son histoire. Il veut faire la paix avec certaines choses. Parce que George Michael, malgré tout, a toujours voulu une chose, être compris. Et puis arrive ce fameux 25 décembre 2016. On le retrouve mort dans son lit, dans sa maison de Goring-on-Thames, dans l'Oxfordshire. Le choc est immense, et les spéculations partent immédiatement. Overdose? Suicide? Dépression? Le monde cherche encore une histoire simple. Une fin nette, presque logique pour une star tourmentée. Mais la réalité, elle, est moins sensationnelle et plus triste. La cause officielle évoquera un cœur trop faible, une cardiomyopathie dilatée associée à une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, et un foie marqué par une stéatose. En d'autres mots, le corps a lâché. Après des années de pression, d'addiction, de stress, de fragilité, de deuil non digéré, le corps a simplement atteint sa limite. Et ce détail, ce jour-là, fait mal,
ce n'est pas une mort spectaculaire. C'est une mort silencieuse. Comme sa douleur. Après sa disparition, quelque chose change dans le regard du public. On cesse, un peu, de rire. On cesse, un peu, de juger. On réécoute. On relit. On réévalue. On se rappelle qu'il a vendu plus de 100 millions de disques. Qu'il a dominé les classements. Qu'il a façonné la pop moderne. Qu'il avait une voix capable d'être à la fois sensuelle et fragile, lumineuse et sombre. Mais surtout, on découvre, pleinement, l'ampleur de sa générosité. Des associations révèlent des dons anonymes sur des années. Des personnes racontent des gestes secrets. Un pourboire énorme laissé sans explication. Un traitement financé. Une dette effacée. Un soutien discret à une cause liée au VIH. Et là, la tragédie prend une nouvelle forme. Pendant qu'il vivait, on l'a souvent réduit à une caricature. Après sa mort, on découvre qu'il portait, en silence, une compassion immense. C'est injuste, d'une certaine manière. Parce qu'il aurait peut-être eu besoin, lui aussi, qu'on soit doux avec lui. Qu'on lui dise, on voit ton cœur. En 2022, un documentaire Freedom Inc. sort enfin, construit à partir de son propre regard, de sa propre voix, de sa propre mémoire. Comme un dernier message, voilà qui j'étais. Voilà ce que vous n'avez pas vu. Et en regardant ce parcours, une question revient, encore plus forte qu'au début. Qu'est-ce qui a réellement détruit George Michael? Est-ce la célébrité? Le placard? La honte imposée? Le deuil? Les addictions? L'industrie? Les tabloïds? Ou est-ce la somme de tout ça, accumulé si longtemps, sans répit, sans vraie pause, jusqu'à ce que le corps dise « stop » ? Parce que le plus cruel, dans l'histoire de George Michael, ce n'est pas seulement qu'il soit mort à 53 ans. C'est qu'il ait vécu si longtemps en pensant qu'il devait mériter le droit d'être aimé. Et si vous repensez à Careless Whisper, à Fate, à Freedom, vous les entendrez peut-être différemment. Comme si, derrière chaque refrain accrocheur, il y avait un message caché. Une prière. Une demande silencieuse. Regardez-moi vraiment. Alors je vous laisse avec cette question, simple et lourde à la fois. Pensez-vous que le monde a été juste envers George Michael de son vivant? Et quelle chanson, aujourd'hui encore, vous touche comme une cicatrice qui se rouvre doucement? Si cette histoire vous a saisi, pas seulement par la nostalgie mais par l'humain, vous pouvez vous abonner. Pas pour suivre une chaîne. Pour continuer à raconter ces vies comme elles méritent d'être racontées, sans moquerie, sans caricature, avec un peu de vérité.